Imaginez un peu, on est en 1942, en pleine Seconde Guerre mondiale, et là, un truc complètement fou se produit. Une des plus grandes marines du monde, la flotte française, décide de s'autodétruire dans son propre port. Un acte de défi absolument spectaculaire qui a laissé le monde entier sans voix. La question, évidemment, c'est « mais pourquoi ?» Pourquoi en arriver à un geste aussi extrême? Est-ce que c'était une trahison, un sacrifice, ou bien tout simplement la seule option honorable quand on est face à un choix impossible? Pour le comprendre, il faut qu'on se plonge dans le contexte super complexe de la France de Vichy. Alors, plantons le décor. On est à Toulon le 27 novembre 1942. En l'espace de quelques heures, la quasi-totalité d'une flotte de guerre hyper moderne est sabordée, coulée sur place. Et l'ironie tragique dans tout ça, c'est que les chars allemands, les fameux Panzer, qui étaient venus justement pour s'emparer des navires, n'ont plus que rester là à regarder, impuissants, les explosions et les incendies. Ok, allons voir de plus près comment cet événement dramatique s'est déroulé. Avant même de chercher à comprendre les raisons politiques, on va d'abord se pencher sur la façon dont cette autodestruction massive a été orchestrée. Essayez d'imaginer la scène. Il est à peine 5 heures du matin. Le silence de la nuit est complètement déchiré par des détonations qui s'enchaînent. Les navires de guerre, ces géants d'acier, symboles de la puissance française, s'embrasent et sombrent les uns après les autres. C'est un chaos total, mais attention, un chaos parfaitement planifié. Pour vraiment piger comme on a pu en arriver là, il faut faire un petit retour en arrière 2 ans plus tôt. La flotte française était littéralement prise en étau, essayant de s'accrocher à une neutralité qui devenait, jour après jour, de plus en plus intenable. Cette chronologie, elle montre bien l'escalade des tensions. D'abord, l'armistice de 1940 qui met la flotte dans une position hyper ambiguë. Ensuite, il y a la tragédie de Mers el-Kébir, où les Britanniques, par peur, attaquent leurs anciens alliés, ce qui crée une méfiance terrible. Et enfin, le débarquement allié en Afrique du Nord en novembre 1942, ça, c'est le catalyseur, le truc qui pousse Hitler à violer l'armistice. Et ça, attention, c'est un point absolument crucial. L'idée du sabordage, ce n'est pas du tout une décision prise dans la panique à la dernière minute. Non, non. Dès 1940, l'amiral Darlan avait donné cet ordre secret. La flotte devait rester française ou alors elle devait être détruite. C'était la ligne rouge à ne jamais, jamais franchir. La marine française était donc coincée dans une situation impossible. Vraiment. D'un côté, on avait les Alliés, qui ne leur faisaient plus confiance et qui n'hésitaient pas à utiliser la force. Et de l'autre, les Allemands, qui faisaient de belles promesses tout en préparant en douce des plans pour s'emparer des navires. Prise entre deux feux, la flotte n'avait en fait aucune bonne option. L'opération Torch, c'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Pour Hitler, le fait que les forces françaises en Afrique du Nord rejoignent les Alliés, c'est une trahison pure et simple. Et c'est le prétexte parfait pour lancer son plan, préparé depuis longtemps, envahir la zone libre et enfin mettre la main sur cette flotte qu'il convoitait tant. Allez, on en arrive maintenant au climax de cette histoire. On retourne dans la nuit du 26 au 27 novembre 1942. C'est le moment où les Allemands lancent leur opération pour capturer la flotte et où les marins français vont donner leur réponse. Une réponse désespérée. Le but de l'opération Lila, il était limpide, s'emparer des navires intacts. Hitler voulait cette flotte pour sa propre marine, la Kriegsmarine. La destruction, ça n'a jamais fait partie de son plan. Le plan allemand, c'était une attaque éclair, une sorte de blitzkrieg naval. L'idée, c'était de créer une surprise totale, de neutraliser le commandement français et de prendre le contrôle des navires avant que les équipages aient la moindre seconde pour réagir. Une opération qui se voulait chirurgicale et ultra rapide. Sauf que le plan ne va pas se dérouler exactement comme prévu. À 4h25 du matin, les premiers chars allemands sont repérés. Et même si le central téléphonique est vite neutralisé, les officiers français ont eu plus de 30 minutes. 30 minutes cruciales pour donner l'alerte. Le compte à rebours a commencé. Et là, la tension monte d'un cran. À 5h20, ça y est, les Panzers sont à l'intérieur de l'arsenal. Ils se frayent un chemin à travers les obstacles mis en place à la va-vite et foncent vers les quais où sont amarrés les plus gros navires. Il ne reste plus que quelques minutes. C'est le moment décisif. Face à l'avancée allemande, l'ordre final est transmis par radio à toute la flotte. L'ordre d'exécuter le plan de secours, celui préparé depuis 2 ans. L'autodestruction commence. Voilà, l'acte est accompli. Maintenant, il est temps de regarder les conséquences immédiates de ce sabordage et l'héritage qu'il a laissé pour tous les camps impliqués dans ce conflit. Le chiffre est juste hallucinant. 235 000 tonnes. En quelques heures, 235 000 tonnes de navires de guerre ont été envoyés par le fond. Pour se faire une idée, ça représente quasiment toute la force de haute mer française. C'est une perte matérielle absolument immense. Au final, on peut dire que la mission de sabordage a été un succès à 90%. Seuls quelques petits navires sans grande valeur militaire ont été capturés par les Allemands. Et fait assez incroyable, une poignée de sous-marins a même réussi l'exploit de s'échapper pour aller continuer le combat.
Et là, on voit bien la valeur des pertes. On ne parle pas de petites barques, des croiseurs de bataille comme le Strasbourg et le Dunkerque, des croiseurs lourds, des dizaines de contre-torpilleurs et de sous-marins. Ce sont vraiment les joyaux de la marine française qui ont été sacrifiés ce jour-là. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir que chaque camp va interpréter l'événement à sa façon. Pour l'Allemagne, c'est un échec cuisant, une humiliation. Pour les Alliés, c'est la preuve que la marine française ne se soumettrait jamais. Pour le régime de Vichy, c'est la fin de toute illusion de puissance. Et pour la France libre, bien sûr, l'arrivée des sous-marins évadés, c'est un formidable symbole d'espoir. Au final, le sabordage de Toulon reste un événement d'une complexité folle. Un acte de destruction massif qui, paradoxalement, a été salué comme une victoire morale. Et ça nous laisse avec cette question qui résonne encore aujourd'hui. Face à un dilemme sans aucune bonne solution, est-ce que c'était la seule voie possible pour préserver l'honneur ?